Ce satané bout de métal est une honte pour cette famille. Je ne monterai pas sur cette scène avec toi. Je n'ai pas le temps de servir de figurante pour ton petit spectacle. À l'autre bout du fil, ma mère remuait le couteau dans la plaie. Vas-y toute seule. De toute façon, ce n'est qu'un certificat ennuyeux. Ce n'est pas si important. Je m'appelle Julia. Je suis infirmière de combat dans l'armée de terre des États-Unis. Je me tenais au garde à vous, devant une formation, attendant de recevoir la Silver Star. Je fixais d'un regard mort les 4 chaises VIP vides. Ils avaient jeté aux ordures l'honneur que j'avais payé de mon sang, juste pour aller trinquer à la fausse soirée de lancement de la start-up de mon beau-frère. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qui est monté sur cette scène, prenant la place de mon père ce jour-là, a fait retenir son souffle à toute l'assemblée. Avant que je ne vous dise de qui il s'agissait, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, si votre propre famille vous a un jour tourné le dos. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous, et quelle heure est-il en ce moment? La ligne s'est coupée. Une tonalité mécanique et plate a résonné depuis le haut-parleur du téléphone. Je me tenais seul, au milieu de ma chambre sur la base. 72 heures avant la cérémonie. La plupart des gens hurleraient. La plupart des gens balanceraient leur téléphone contre le mur de plâtre, tomberaient à genoux, et pleureraient sur l'injustice de tout cela. Pas moi. Ma mâchoire s'est serrée. Ma respiration a ralenti par instinct. 2 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. La respiration tactique. Exactement le même rythme que j'utilisais, lorsque les obus d'artillerie faisaient claquer les dents dans mon crâne, à l'étranger. Mon pouce, rugueux et calleux après des années passées à manier des ciseaux de traumatologie et des garrots, a glissé sur l'écran en vert. Je n'ai pas supprimé le journal des appels. Je n'ai pas bloqué leur numéro. J'ai appuyé sur l'application d'enregistrement d'écran, que j'avais laissé tourner en arrière-plan. Sauvegarder le fichier. Renommé, refus de Richard et de la mère. Déplacer vers le dossier sécurisé. Renseignements rassemblés. C'était tout ce qu'ils étaient pour moi, désormais, des hostiles, une menace pour mon périmètre. La cicatrice irrégulière et en relief, causée par des éclats d'obus sur le côté droit de mon cou, a soudainement palpité avec force. Une douleur fantôme. Elle se manifestait toujours lorsque ma tension artérielle montait en flèche. J'ai levé la main et tracé le bord rigide du tissu cicatriciel. J'avais pris un morceau d'acier brûlant pour ce pays. Je m'étais vidé de mon sang sur une terre étrangère, pour maintenir mon escouade en vie. Et mon propre père, un homme dont la plus grande lutte quotidienne était de choisir quelle cravate en soit portée pour aller à son cabinet d'assurance, qualifiait mon sacrifice de honte. Un bloc de glace absolue s'est formé au centre de ma poitrine. Il a gelé les derniers et pathétiques lambeaux d'espoir, auxquels je m'accrochais encore, concernant les membres de ma famille. La chambre avait une odeur lourde, l'alcool à friction de ma trousse de secours, et le parfum métallique et piquant de l'huile d'arme CLP, provenant du fusil M4 posé dans un coin. La réalité. Mes yeux ont balayé le mobilier militaire stérile, et se sont posés sur une boîte en bois brut, posée sur mon bureau. Je m'en suis approché et j'ai fait sauter le loquet en laiton. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il y avait une sangle de casque en Kevlar écrasée, une pièce de défi d'unité ternie, et un rouleau de gaz durci, bruni par le sang séché, provenant d'un échange de tirs dans un désert que la plupart des Américains ne pourraient même pas situer sur une carte. Pour la nation, ces objets signifiaient la liberté. Pour moi, ils signifiaient la survie. Pour mes parents, ce n'étaient que des détritus affreux. De la ferraille et des bandages sales, qui entravaient leur goûter au country club. Ma cérémonie de la Silver Star n'était pas un moment de fierté pour eux. C'était un conflit d'emploi du temps. C'était un obstacle qui les empêchait de lécher les bottes de Preston, le mari de ma sœur, un type qui avait acheté une Porsche en location à crédit, et qui se faisait appeler magnate de la technologie. J'ai refermé la boîte en bois d'un coup sec. Le claquement net a résonné dans la pièce silencieuse. J'ai repris mon téléphone. Je n'ai pas appelé de psy. Je n'ai pas appelé mes amis pour me défouler. J'ai ouvert un fil de discussion avec Alexander, mon fiancé, le type dont ma famille se moquait constamment, parce qu'il pensait qu'il n'était qu'un petit développeur informatique de bas étage. J'ai tapé une seule phrase. Pas de paragraphe de jérémiade, pas d'émoji qui pleure. Le périmètre familial vient de s'effondrer. Personne ne vient. J'ai appuyé sur envoyer.
Je n'ai même pas eu le temps de poser le téléphone face vers le bas sur le bureau. 3 secondes plus tard, l'écran s'est allumé avec sa réponse. Je suis en route. Établissement du périmètre défensif. J'ai fixé les lettres lumineuses. Je n'avais pas besoin d'une épaule pour pleurer. Je n'avais pas besoin d'une pitié creuse, ou d'un « désolé bébé, ça craint ». J'avais besoin d'exactement ce qu'il m'a donné, la confirmation d'un allié tactique. Alexander avait compris la mission. Comme toujours. Car sous cette façade de gars de l'informatique calme et ennuyeux, dont ma famille adorait se moquer, Alex était un requin. J'ai éteint l'écran du téléphone et je l'ai jeté sur le lit. Je me suis redressé. Mes mains ont bougé en mode pilote automatique, lissant le lourd tissu anti-déchirure de mon uniforme OCP. J'ai vérifié les plis. Net. Parfait. On ne se laisse pas ressembler à une victime, quand on se prépare à une guerre. J'ai marché vers le petit calendrier en papier posé à plat sur mon bureau, mes yeux fixés sur une date précise, le 14 juin. Elle était encerclée avec un marqueur rouge épais, qui bavait. Vendredi. C'était censé être le jour où l'armée épinglerait sur ma poitrine, l'une de ses plus hautes distinctions pour bravoure. Maintenant, en regardant ce cercle rouge, je savais que ce n'était plus une célébration. C'était un champ de bataille. C'était le jour exact où ma famille avait décidé de me dépouiller de ma dignité, juste pour soutenir le faux empire de ma sœur. J'ai tapoté mon index contre l'encre rouge, 1 fois. 2 fois. Pour comprendre pourquoi mon propre père était prêt à me jeter à la poubelle, pour comprendre comment une cérémonie de la Silver Star était devenue une menace pour une bande de snobs matérialistes, il faut revenir en arrière. Il faut remonter exactement 2 semaines plus tôt, dans un restaurant de grillade haut de gamme du centre-ville, à une table de dîner empestant le cher cabernet de la Napa Valley, et l'argent sale emprunté. Il y a 2 semaines, à une lourde table en acajou, dans l'arrière-salle d'un restaurant chic du centre-ville. L'air dans l'espace de restauration privée était lourd. Il semblait étouffant, chargé de l'odeur de faux filets saisis, de cabernet de la Napa Valley hors de prix, et de la puanteur douceâtre, agressive et écœurante, du parfum de créateur d'Easy. Criissement. Un couteau à steak cranté a violemment raclé une assiette en porcelaine. Un son aigu et strident, qui m'a crispé les dents. Preston sciait sa viande, mais ses yeux étaient fixés sur Alexander. Preston a fait tourner son vin dans son verre. Il a soulevé le liquide rouge profond vers la faible lumière jaune du lustre. « Tu dois voir plus grand, Alex », a déclaré Preston. Sa voix dégoulinait de l'arrogance injustifiée d'un type qui passait ses journées à écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat. Il s'est adossé, posant un bras sur le dossier de sa chaise. Échanger des heures contre des euros, écrire du code pour une entreprise sans visage. C'est une voie sans issue. Tu as besoin de capitaux propres. Tu as besoin de passer à l'échelle. Être un simple développeur, ça paie juste le loyer. Ça ne construit pas de véritable richesse. Mon père, Richard, était assis en face de moi. Il a tamponné le coin de sa bouche avec une serviette en lin rigide. Puis, il a laissé échapper un rire bref et empressé, un son pathétique et sycophante. Il a hoché la tête, s'inclinant presque à travers la table. Mon père, un homme qui avait vendu des assurances toute sa vie, échangeait avec empressement sa dignité contre l'illusion d'un statut. Il était assis là, laissant cette grande gueule manquer de respect à mon fiancé, simplement parce que Preston avait réglé l'addition avec une lourde carte de crédit en métal. Mon dos était parfaitement droit, posture militaire contre une chaise en velours. Je sentais les muscles de ma mâchoire se contracter, comme du fil de fer enroulé. J'ai baissé les mains sous la lourde nappe. Mes doigts se sont recroquevillés en poings. Mes ongles se sont enfoncés profondément dans la chair de mes paumes, laissant des marques en forme de croissant de lune. J'ai inspiré lentement par le nez. J'étais prête à ouvrir la bouche. J'étais prête à réduire le fragile ego de Preston en miettes. Puis, j'ai ressenti un poids soudain sur ma jambe gauche. Une grande main chaude s'est refermée sur mon genou. Ferme, ancrante. J'ai légèrement tourné la tête. Alexander était assis à côté de moi. Son visage était totalement neutre. Il n'avait pas l'air en colère. Il ressemblait à un tireur d'élite, calculant la vitesse du vent et la distance, avant de presser la détente. La pause tactique ultime. Il a donné à mon genou une brève et lourde pression. Reste en retrait. Je gère. Alex s'est de nouveau tourné vers Preston. Il n'a pas élevé la voix.
Il a gardé un ton mort et régulier, tranchant directement à travers le brouillard d'arrogance de la pièce. Mon code me mène exactement là où je dois aller, Preston. Je m'en sors très bien. Preston s'est moqué, un reniflement dédaigneux par le nez. Il a pris une longue gorgée de son vin, victorieux dans son propre esprit délirant. Il pensait venir de remettre ce pauvre informaticien à sa place. Izzy a vu la tension retomber. Elle détestait ne pas être le centre de gravité, dans n'importe quelle pièce. Elle a tendu le bras et a tapoté son long ongle en acrylique verni, contre son verre à vin en cristal. Clinc, clinc, clinc. Très bien, assez parlé de technologie ennuyeuse, a annoncé Izzy. Elle a rejeté ses cheveux sur son épaule, les diamants de ses boucles d'oreilles accrochant la lumière. Nous avons de vraies nouvelles à célébrer. Preston et moi avons enfin fixé la date de la soirée de lancement de la start-up. Nous organisons un grand brunch pour nos investisseurs. Elle a fait une pause, pour un effet dramatique. Elle m'a regardé droit dans les yeux, un regard froid et calculé. Le 14 juin, dans la matinée. Ce sera l'événement de réseautage de l'année. L'air a quitté mes poumons. La pièce est devenue totalement silencieuse à mes oreilles. Le 14 juin. C'était ma date. C'était le matin où je devais me tenir sur une scène à la base. Le matin où le ministère de la Défense allait épingler la Silver Star sur ma poitrine. Mes parents le savaient. Izzy le savait. Je leur avais envoyé les laissez-passer pour la base, un mois plus tôt. Ma mère, Catherine, a frappé dans ses mains. Son visage s'est illuminé, comme si on venait de lui tendre un billet de loterie gagnant. Oh, Izzy, c'est une nouvelle merveilleuse. Nous serons absolument là en avance, pour aider à préparer la salle. Richard hochait la tête agressivement, son double menton tremblotant. Bien sûr, le 14 juin. Nous ne raterions ça pour rien au monde. Je suis resté pétrifié. Je les regardais tous les trois. C'était un vol pur et simple, chirurgical, de mon honneur, exécuté juste sous mon nez. Mon sang, ma blessure par éclat d'obus. Les jours passés à traîner des soldats blessés dans la poussière, sous des tirs nourris. Tout cela avait été effacé en quelques secondes, remplacé par un faux brunch, pour une entreprise qui n'avait même pas encore de produit fonctionnel. Je n'ai pas protesté. Je ne leur ai pas rappelé ma médaille. Je n'ai pas hurlé à propos des laissez-passer sur leur frigo. Mendier leur attention n'aurait fait que valider le pouvoir qu'ils avaient sur moi. J'ai simplement fixé mon steak à moitié mangé. La trahison a durci, devenant un bloc de pierre dans mes tripes. 2 heures plus tard, le dîner a heureusement pris fin. Nous nous tenions sur le parking en gravier du restaurant. L'air nocturne était vif et froid, mordant à travers ma fine veste. Preston se pavanait vers une élégante voiture de sport noire, garée sous un lampadaire. Il se comportait comme un roi contemplant ses terres conquises. Il a sorti une clé électronique de son pantalon sur mesure, et a appuyé sur le bouton. Les phares ont clignoté. Le moteur a émis un rugissement puissant et odieux. Alexander et moi sommes passés devant lui, nous dirigeant vers notre propre modeste berline. Alex s'est arrêté, juste une demi-seconde. La dure lueur jaune du lampadaire se reflétait sur la lourde montre en or, au poignet de Preston. Alex a tendu le bras. Il a tapoté avec désinvolture le cadran en verre de la montre de Preston, avec son index. « Belle Rolex submarinée », a dit Alex. Sa voix était douce. Trop douce. Le service de location de luxe à Manhattan prend vraiment bien soin de son inventaire. Assure-toi de la rendre d'ici lundi sans aucune égratignure, Preston. Leurs pénalités de caution sont absolument brutales. Alex n'a pas attendu de réponse. Il s'est retourné et s'est éloigné. J'ai regardé en arrière. Preston se tenait figé près de la porte du conducteur. Sa main planait au-dessus de la poignée. Le sourire narquois et arrogant avait fondu de son visage, complètement effacé. Sa peau est devenue de la couleur de la cendre humide. Le lampadaire projetait une longue et pathétique ombre derrière lui, sur l'asphalte. Le masque de milliardaire venait d'être arraché dans l'obscurité, et il ne restait plus rien en dessous, à part un fraudeur désespéré et terrifié. 48 heures avant la cérémonie. Mon téléphone portable a vibré si fort, qu'il a tremblé contre le bureau en métal. Je l'ai décroché. Le capitaine Elena Rostova, l'officier des affaires publiques de la base. Sergent Price. Elena ne s'est pas embarrassée de salutations. Sa voix était un grognement sourd et dangereux.
Votre beau-frère se tient actuellement dans mon bureau. J'ai serré le téléphone plus fort. Preston? Qu'est-ce qu'il fait au bureau des affaires publiques? Il vient de jeter une enveloppe Kraft sur mon bureau. 10 000 € en liquide, Julia. Elena a pris une forte inspiration, luttant pour garder son flegme militaire intact. Il m'a dit de déplacer votre cérémonie de la Silver Star dans une arrière-salle, en intérieur. Il veut que le terrain de parade principal soit dégagé, pour pouvoir y faire atterrir un hélicoptère affrété pour ses investisseurs, demain matin. Le sang a déserté mon visage, puis il est revenu, chaud et violent. L'ignorance absolue de ma famille était une chose. Mais ça. Entrer sur une installation militaire américaine, et tenter de corrompre un officier pour bafouer une médaille de bravoure. C'était une attaque directe contre mon uniforme. Contre ma religion. Foutez-le dehors, Elena, ai-je dit. Ma voix était totalement plate, du fer froid. Appelez la police militaire. Bannissez-le de la porte. S'il résiste, qu'il le mette à terre. C'est déjà en cours. Surveillez vos arrières, Price. Votre famille est hors de contrôle. Elle a raccroché. J'ai attrapé ma veste polaire sur le dossier de ma chaise. J'allais conduire directement chez mes parents. J'allais dégonder la porte d'entrée à coups de pied, et dicter la loi dans une langue qu'ils comprendraient enfin. J'ai poussé la lourde porte en métal de la caserne, et je suis sorti dans l'air mordant du matin. Crissement. Un énorme Chevy Suburban noir a pris le virage à toute vitesse. Les gros pneus ont frotté contre l'asphalte, soulevant des graviers volants. Le SUV a freiné brutalement juste devant moi, bloquant le trottoir. La porte arrière s'est ouverte. Victoria Vance est descendue. C'était la sœur aînée d'Alexander, et la directrice juridique de Vance Dynamics. Victoria portait un tailleur gris anthracite à la coupe impeccable. Elle ne marchait pas, elle glissait. Elle dégageait une aura qui aspirait tout l'oxygène de l'air environnant. La létalité de l'entreprise. Monte, a ordonné Victoria. Fluide, sans effort. Ta famille pense que tes limites sont une blague, Julia. Nous allons redéfinir le périmètre. Je n'ai pas discuté. Je suis monté à l'arrière du Suburban. Le cuir sentait le produit de nettoyage onéreux et la climatisation froide. 15 minutes plus tard, le chauffeur s'est arrêté devant un café chic et hors de prix du centre-ville. Le genre d'endroit qui facture 8 € pour un « flat white ». Victoria et moi sommes entrés. L'odeur des grains d'espresso torréfiés m'a frappé le nez, immédiatement mêlé à quelque chose de bien pire, le parfum d'Izzy. Elles étaient là. Ma sœur et ma mère, se tenant près du comptoir de retrait. Elles étaient chargées de sacs de courses en papier glacé provenant de boutiques de créateurs, dépensant l'argent que Preston n'avait pas réellement. Izzy m'a repéré la première. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont plissés en un croissant narquois et arrogant. Elle a transféré son poids, sortant sa hanche, et a marché droit sur moi. Oh, regardez qui voilà, a presque ronronné Izzy. Elle m'a scruté de la tête aux pieds, détaillant mes vêtements civils ordinaires. Tu fais une pause dans ton jeu de soldat? Tant mieux. Tu as le temps de nous aider à porter ces sacs jusqu'à la voiture. Et ne t'inquiète pas pour demain, Julia. Je ferai en sorte que notre équipe de relations publiques prenne quelques photos de toi, tenant ton petit certificat. En supposant que quelqu'un vienne au moins te regarder. Ma mère, Catherine, se tenait juste derrière son enfant chéri. Elle a hoché la tête, un sourire pincé et méprisant sur les lèvres. Izzy te rend service, Julia. Tu sais à quel point tu détestes être le centre de l'attention. Ma poitrine s'est serrée. L'envie de riposter était écrasante. Mais je n'ai pas dit un mot. J'ai reculé d'un demi-pas. J'ai cédé la place à l'artillerie lourde. Victoria s'est avancée. Ses talons aiguilles ont claqué sèchement contre le plancher de bois dur, net, rythmé, comme un métronome égrenant le compte à rebours d'une exécution. Elle s'est arrêtée à exactement 2 pieds d'Izzy. Victoria la dominait de toute sa hauteur. Elle projetait une longue ombre sombre, qui engloutissait entièrement la fausse aura de ma sœur. Isabella Sterling, a déclaré Victoria. Elle n'a pas crié. Elle a parlé d'un ton glacial, parfaitement modulé. La start-up de votre mari brûle actuellement 150 000 € par mois. Vous n'avez aucun revenu, aucun produit viable. Vous survivez entièrement grâce à des dettes à risque à taux d'intérêt élevé. Le sourire suffisant d'Izzy a tressailli.
Elle a cligné des yeux, confuse. Excusez-moi, pour qui vous prenez-vous? Silence. Victoria l'a coupé, d'un seul mouvement tranchant de la main. Les clauses de prêt de votre financement de série A stipulent qu'un défaut de paiement se produit si vous ne parvenez pas à trouver un investisseur principal d'ici la fin du deuxième trimestre. C'est dans 3 jours. Vous vous tenez sur le bord d'une falaise financière, Isabella. Et vous dansez les yeux bandés. Catherine a fait tomber un de ses sacs de course. Il a heurté le sol avec un bruit sourd et pathétique. Izzy, de quoi parle-t-elle? Preston a dit que l'entreprise était évaluée à 50 millions. Victoria a laissé échapper un petit rire haletant. Il n'avait rien d'amusant. Preston est un homme désespéré, qui gère une chaîne de Ponzi avec des actifs loués. Demain matin, votre petit brunch ne vous sauvera pas, parce que les personnes qui détiennent sa dette vont couper les vivres. Victoria s'est penchée plus près. Sa voix est descendue à un murmure mortel. Profitez bien de votre café. C'est peut-être le dernier que vous pourrez vous offrir cette année. La bouche d'Izzy s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Le sang a complètement disparu de son visage. Elle avait l'air d'avoir été giflée avec une brique. Ses yeux fuyants cherchaient frénétiquement une issue de secours. Elle a attrapé ma mère par le coude, la traînant presque, et a couru vers les portes vitrées. Elles ont laissé le sac de créateur posé sur le sol. Victoria s'est tournée vers moi. Elle a ajusté le poignet de sa veste de tailleur, l'expression totalement neutre. Le périmètre est sécurisé, a déclaré Victoria. Maintenant, allons voir un général. En fin d'après-midi, j'ai laissé le suburban noir de Victoria à la porte principale, et j'ai fait le reste du chemin à pied jusqu'à la clinique de la base. Les allées en béton étaient presque désertes. J'ai contourné le coin du bâtiment en briques. Je me suis arrêté. Un homme plus âgé était appuyé contre le mur de briques, près de l'entrée de la clinique. Il portait une veste en toile beige délavée, le genre de veste qu'on achète dans une quincaillerie, et qu'on porte jusqu'à ce que les poignets s'effilochent. Ses mains étaient enfoncées profondément dans ses poches. Il ressemblait à n'importe quel retraité, attendant un renouvellement d'ordonnance. Mais je savais exactement de qui il s'agissait. Le général Arthur Macmillan, commandant de la logistique et des achats pour le ministère de la Défense. Un homme qui portait 4 étoiles sur ses épaules, quand il était en uniforme. En ce moment, il était camouflé au grand jour. J'ai redressé les épaules. Je me suis avancé et j'ai exécuté un salut militaire vif et net. Macmillan a sorti une main de sa poche et me l'a rendue lentement. Il n'a pas souri. Ses yeux gris, acérés comme du verre brisé, se sont verrouillés sur les miens. Il a regardé au-delà de l'uniforme repassé. Il a vu l'épuisement que j'essayais de cacher. « Repos, sergent » a dit Macmillan. Sa voix était graveleuse, profonde. « Vous avez l'air de sortir d'un combat en 12 rounds. » J'ai baissé la main. « Ce furent 48 heures très longues, monsieur. Nous sommes entrés dans la clinique. C'était calme. L'odeur de la cire pour sols industriels et de l'iode flottait dans l'air. Nous nous sommes assis dans mon petit bureau stérile. J'ai fermé la porte. Je n'ai pas enjolivé les choses. Je lui ai fait un rapport de situation tactique direct. Je lui ai parlé des 10 000 € en liquide, de la demande de dégager le terrain de parade, de Preston Sterling essayant de transformer une installation militaire en un parc d'attractions pour ses faux investisseurs. Lorsque j'ai prononcé le nom de Preston Sterling, la température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Macmillan s'est adossé à sa chaise en plastique bon marché. Un sourire dur et froid a effleuré le coin de sa bouche. Il a laissé échapper un petit rire rocailleux. Sterling, a répété Macmillan. Il a secoué la tête lentement. Ce petit voyou inonde mon bureau de mai depuis 6 mois, mendiant un contrat de logistique. Il m'a même coincé dans le hall d'un hôtel à Dessay le mois dernier. Il m'a traité de dinosaure, parce que je lui ai dit que son logiciel n'était que du vent. Macmillan s'est penché en avant. Il a posé ses avant-bras sur ses genoux. La toile de sa veste a crissé. Les 4 étoiles invisibles sur ses épaules ont soudainement semblé très lourdes, dans la petite pièce. Votre père, a dit doucement Macmillan. Refuse-t-il toujours de vous accompagner sur cette scène demain? Oui, monsieur. Il a un brunch auquel il doit assister. Macmillan s'est levé. Il mesurait un m88.
Il a redressé le dos, roulant des épaules, jusqu'à ce que sa posture soit d'un granit absolu. Sergent Price. Il y a 2 ans, vous avez tiré ma carcasse en sang d'un 1V en flammes. Vous avez reçu des éclats d'obus dans le cou, et vous avez quand même réussi à panser mes blessures. Macmillan m'a regardé droit dans les yeux. Si votre père veut abandonner son poste, qu'il le fasse. Ce serait le privilège de ma carrière, de vous accompagner sur cette scène. Ma gorge s'est serrée. Un nœud dur s'est formé juste derrière ma pomme d'Adam. Je n'ai pas pleuré. J'ai hoché la tête une fois, un mouvement sec et saccadé. Merci, général. Il m'a répondu par un simple hochement de tête. Il s'est retourné et a franchi la porte, les lourdes semelles de ses bottes cognant contre le linoléum. La porte a claqué. La pièce était de nouveau silencieuse. Puis, mon téléphone portable s'est allumé sur le bureau. Un SMS de mon père. Je l'ai pris. L'éclat de l'écran m'a piqué les yeux. Julia. Izzy nous a raconté pour le café. N'amène pas Alexander à la cérémonie demain. Preston a des investisseurs très importants en ville. Alexander fait minable. Nous ne pouvons pas le laisser faire honte à la famille, en arrière-plan des photos d'Izzy. Je l'ai lu 2 fois. L'audace était stupéfiante. Mais le SMS suivant a glacé mon sang. Si tu ne peux pas respecter cette simple demande, j'annulerai le chèque de 500 € que je t'ai envoyé pour ton vol. Nous ne financerons pas un manque de respect envers ta sœur. Dis-moi que tu as compris. 500 €. C'était ça. C'était ma valeur marchande exacte, pour Richard Price. Un général 4 étoiles de l'armée américaine venait de me dire que marcher à mes côtés était un privilège. Mon propre père utilisait 500 € ou une misère pour prendre ma dignité en otage. Il voulait que je cache l'homme que j'aimais, juste pour qu'un escroc ne paraisse pas mal sur une publication Instagram. Je fixais l'écran. Je n'ai pas tapé de réponse. Je ne l'ai pas appelé pour crier ou négocier. J'en avais fini de saigner pour des gens, qui ne voyaient en moi qu'un pion. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau en métal. J'ai sorti mon chéquier personnel. J'ai attrapé un stylo à encre noire. J'ai cliqué sur le dessus. Payé à l'ordre de Richard Price. J'ai écrit les chiffres dans la petite case, 5 cents,00. Je l'ai écrit en toutes lettres sur la ligne du dessous, 500. Je suis passé à la ligne mémo, dans le coin inférieur gauche. Mon écriture était parfaitement soignée. Lettres majuscules, remboursement DEVOL. J'ai attrapé le bord du chèque. Je l'ai arraché du carnet. Scritch. Un son net, propre. J'ai plié le papier en 2. Je l'ai glissé dans une enveloppe blanche standard. J'ai écrit l'adresse de mon père sur le devant, j'ai collé un timbre dans le coin, et je l'ai scellé. J'ai pris mes clés et je suis sorti de la clinique. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sombres sur la base. J'ai marché vers le PX, le magasin de la base. Il y avait une boîte aux lettres de collecte USPS bleue, boulonnée au béton à l'extérieur. Je me suis tenu devant la boîte en métal bleu. J'ai abaissé la lourde poignée en acier. J'ai laissé tomber l'enveloppe blanche dans la fente sombre. J'ai lâché la poignée. Clang. La lourde porte en métal s'est refermée avec fracas. Le bruit a résonné fort dans l'air calme du soir. La transaction était terminée. Le cordon était coupé. Cette heure, l'atelier de tailleur de la base sentait le fer chaud, la vapeur, l'amidon en aérosol et la laine brute. C'était une petite pièce sans fenêtre, enfouie à l'arrière du bâtiment de la logistique. Le sergent-chef au malais, un type avec 30 ans de service et un mètre ruban constamment drapé autour du cou, était agenouillé sur le sol en linoléum. Il épinglait l'ourlet de mon pantalon. Mon téléphone a vibré sur la table de coupe, à côté d'un tas de boucles de ceinture en laiton. J'ai tendu le bras et tapoté l'écran. Un SMS de Catherine Price. Julia, vraiment désolé. J'ai dû annuler notre essayage de ce matin. Izzy a besoin de moi au country club pour goûter le pinot, pour le brunch de demain. Il doit s'accorder parfaitement avec le saumon. Tu es toujours très bien dans tes uniformes de toute façon. À très vite. J'ai verrouillé l'écran. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table. Je n'ai pas soupiré. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste retourné et me suis regardé dans le miroir en pied. L'uniforme de service vert de l'armée,
L'Agsu, ressemblait à une camisole de force. Le tissu lourd et rigide pesait sur mes épaules. Dans l'armée, préparer son uniforme de cérémonie pour une importante décoration de bravoure est un rituel. Votre famille est censée être là. Une mère est censée se tenir derrière vous, ajustant le col, essuyant une larme, vous disant à quel point elle est fière. Ma mère goûtait du vin pour un type dirigeant une fausse entreprise de technologie. O'Malley a arrêté d'épingler. Il a transféré son poids sur ses mauvais genoux. Il s'est raclé la gorge, fixant intensément le plancher. Il avait entendu le vibreur. Il avait vu mon visage se figer dans le miroir. Il savait exactement à quoi cela ressemblait, lorsqu'un soldat réalisait que personne ne viendrait l'accueillir à la maison. Le silence dans la petite pièce était épais, étouffant. La lourde porte en bois s'est ouverte avec un déclic. Victoria Vance est entrée. Elle portait un trench coat noir sur un tailleur anthracite ajusté. Elle tenait 2 cafés noirs dans des gobelets en carton. Elle ne m'a pas fait de sourire triste et pathétique. Elle n'a pas offert de fausses excuses pour le comportement ordurier de ma mère. Victoria fonctionnait dans l'action. Elle a posé les cafés sur la table de coupe. Elle s'est approchée juste derrière moi. Victoria a tendu les mains. Elle a saisi les lourds revers de ma veste. Elle leur a donné un coup sec et ferme vers le bas, ajustant parfaitement le tissu sur mes épaules. Elle a levé la main vers le bouton en laiton du haut, à mon col. Ses doigts étaient fermes alors qu'elle poussait le métal froid à travers la boutonnière rigide, fixant l'uniforme serré contre ma poitrine. Elle a croisé mon regard dans le miroir. Le périmètre est sécurisé, a dit doucement Victoria. C'était tout. Pas de drame, pas de larmes. Le sang ne fait pas de vous une famille. Être dans la tranchée, quand l'artillerie tombe, c'est ce qui fait de vous une famille. Je lui ai adressé un seul hochement de tête. 12 heures plus tard, à 19 heures. Le mess du sous-sol était sur son 31. Des lumières tamisées, de lourdes nappes blanches, et une odeur de côte de bœuf rôti mêlée à celle de la cire industrielle pour les sols. C'était le banquet précédant la cérémonie de l'unité. Une salle remplie d'uniformes de cérémonie, de cliquetis d'argenterie, et de respect silencieux. À la table 4, tout près de l'avant, 4 chaises restaient complètement vides. Je me suis excusé avant le dessert. J'ai descendu le couloir en parpaing, et j'ai poussé la porte des toilettes. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, projetant des ombres pâles et dures sur le carrelage blanc bon marché. J'ai appuyé mes mains sur le bord du lavabo en porcelaine froide. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert Instagram. La story d'Izzy était tout en haut du fil d'actualité. Un anneau violet brillant autour de sa photo de profil. J'ai tapé dessus. Une vidéo en boucle a rempli mon écran. Il se trouvait sur le toit-terrasse d'un bar chic du centre-ville. Izzy, Preston, Richard et Catherine. Ils tenaient de grands verres de vin rouge hors de prix, rejetant la tête en arrière dans des rires silencieux et exagérés. Preston avait le bras fermement passé autour des épaules de mon père. Richard souriait comme un idiot, tenant un cigare. La légende était plaquée en bas de la vidéo, en texte blanc, audacieux et arrogant, la famille soutient toujours la prochaine start-up à 1 milliard d'euros. On passe à l'échelle, prêt pour demain. La vie de fondateur. Je fixais l'écran. La vidéo tournait en boucle, encore et encore. Il ne manquait pas simplement mon dîner. Il célébrait activement le type qui avait détourné ma journée. Mon père fumait un cigare avec l'homme qui avait insulté mon fiancé en face. Il me jetait mon sang, mon sacrifice, et mes chaises complètement vides en pleine figure. J'ai fermé le robinet. Je me suis séché les mains. Je suis sorti des toilettes. Alexander m'attendait dans le couloir. Il se tenait près des portes de sortie, vêtu d'un élégant costume sombre. Il avait l'air détendu, silencieux, le gentil informaticien inoffensif. Je me suis approché de lui. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement déverrouillé mon téléphone, affiché la vidéo, et tourné l'écran vers sa poitrine. Alex a baissé les yeux. Il a regardé la boucle. Il a lu la légende. Il a regardé le visage suffisant de Preston, puis le sourire pathétique et sycophante de mon père. Le gentil informaticien chaleureux et discret a disparu. L'air autour de lui est descendu au zéro absolu. J'ai eu l'impression que la température dans le couloir avait chuté de 20 degrés. Alexander Vance, le PDG impitoyable de Vance Dynamics, a fait surface.
Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il ne m'a pas proposé de câlin. Il a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste de costume, et a sorti son téléphone. Il a contourné ses contacts et a composé une ligne directe. Il a porté le téléphone à son oreille. « Marcus » a dit Alex. Sa voix était plate, lourde, comme le son d'une porte en acier qui se referme. « Sors le dossier Sterling Venture. »« Oui, le pré-relais de Serie A, un instant de silence. »« Appelle la société d'investissement. »« Liquider le pré-relais immédiatement. »« Appliquer la clause de défaut. »« Bloquer ses comptes d'exploitation. » Une autre seconde a passé. Marcus était probablement en train de l'avertir du délai très court. « Je m'en fiche » a déclaré Alex, coupant la parole à son directeur financier. « Exécutez la saisie, maintenant. » Alex a abaissé le téléphone. Il a pressé son pouce contre l'écran, coupant la ligne. Il a glissé l'appareil dans sa veste de costume, les yeux fixés sur la vitre sombre de la double porte au bout du couloir. « Il leur reste environ 12 heures pour jouer à faire semblant » a dit Alex, sa voix n'étant plus qu'un raclement bas et mortel. L'illusion prend fin lundi. 8 heures. Le soleil du matin était aveuglant. Il tapait fort sur le béton du terrain de parade centrale, cuisant l'asphalte. Je me tenais dans l'ombre de la salle de préparation au 2e étage, regardant le parking en contrebas, à travers la vitre épaisse et blindée. Mon téléphone a vibré dans la poche de poitrine de mon uniforme. Une seule vibration. Je l'ai sorti. Un SMS de Catherine, nous sommes là. On a enfin passé tes gardes grossiers à la grille. On a pris des places tout au fond. On devra s'éclipser juste après que tu aies reçu ta petite médaille. Les investisseurs VIP de Preston atterrissent à 11 heures, et Izzy a besoin de nous pour préparer la salle. J'ai fixé l'écran. Ta petite médaille. Une Silver Star. Une décoration payée par un coup d'échiqueté, un vol d'évacuation sanitaire, et 3 pintes de mon propre sang versé sur un sol étranger. Pour ma mère, c'était un désagrément, un conflit d'horaires. J'ai baissé les yeux vers le parking. Ils étaient là, la famille Price. Richard ajustait sa cravate en soie, visiblement dégoûté par le passage d'une patrouille de la police militaire près de lui. Puis Izzy est sortie d'un Range Rover de location. Elle portait une robe de cocktail rouge vif fendue jusqu'à la cuisse, et des talons aiguilles de 15 cm, pour se rendre sur une installation militaire des États-Unis. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à entrer dans une boîte de nuit bon marché de Vegas, à 2 heures du matin. Elle essayait délibérément de se moquer du code vestimentaire, tentant activement de briser la dignité silencieuse de la base. Clac, clac, clac. Ses talons frappaient le trottoir, comme un appel désespéré à l'attention. 1 an plus tôt, les voir agir ainsi m'aurait brisé le cœur. J'aurais ressenti cette douleur familière et creuse dans ma poitrine, me demandant pourquoi je n'étais jamais à la hauteur. Maintenant? Rien. Juste de la glace, une clarté absolument glaciale. Je n'ai pas répondu au SMS. J'ai fermé le fil de discussion, et j'ai ouvert mon application bancaire. Le Face ID m'a scanné. Le tableau de bord s'est chargé. J'ai appuyé sur l'icône du menu, et j'ai fait défiler jusqu'à Gestion des chèques. Mon pouce a plané sur l'écran. J'ai tapé le numéro exact du chèque de 500 €, que j'avais glissé dans la boîte aux lettres la veille. Les 500 € que mon père essayait d'utiliser pour acheter mon obéissance. L'écran m'a demandé un motif. J'ai tapé dans le champ blanc et vide, service n'étant plus requis. J'ai appuyé sur le bouton rouge vif, opposition au paiement. Un petit cercle de chargement a tourné pendant 2 secondes. Puis une coche verte est apparue, transaction annulée. Terminé. La dernière corde que Richard Price avait nouée autour de mon cou, était officiellement coupée. Quand il essaierait d'encaisser ce levier de main, il obtiendrait une poignée d'air, et une erreur pour fond insuffisant. En bas, sur le parking, un grondement grave et profond a physiquement fait trembler le bitume. Un convoi de Chevy Suburban noir a franchi le poste de sécurité. Vitres teintées sombres, blindage lourd, plaques gouvernementales. Les véhicules se sont déplacés dans une synchronisation parfaite et agressive, ignorant les places de stationnement standard, pour se garer directement sur les emplacements VIP réservés, près de l'entrée de l'auditorium. Des généraux 4 étoiles, des hauts responsables du Pentagone, des hommes et des femmes avec du laiton lourd sur leur col, et des rubans de combat empilés jusqu'aux épaules, sont sortis dans la lumière du soleil.
J'ai regardé Richard s'arrêter net. Même à travers la vitre épaisse, je pouvais voir son torse se bomber. Il a pointé un doigt charnu vers les suburbans. Il s'est tourné vers Catherine, sa bouche bougeant rapidement, alors qu'un sourire narquois, arrogant et écœurant s'étalait sur son visage. Il a tapoté l'épaule de Preston. Je n'avais pas besoin de l'entendre pour savoir exactement ce qu'il disait. Regarde ça, Catherine. L'entreprise technologique de Preston est tellement énorme, qu'ils ont envoyé les hauts gradés du Pentagone pour le recruter. Ils pensaient vraiment que le gouvernement des États-Unis avait envoyé un convoi VIP sur une base militaire, pour son gendre. Preston se tenait là, ajustant les revers de sa veste de créateur, savourant le moment. Il a hoché la tête, jouant le rôle du génie de la technologie. Ils se noyaient dans leur propre supériorité usurpée. Une bande d'imposteurs se tenant sur une base militaire, ignorant complètement que les officiers les plus hauts gradés du pays, entraient dans ce bâtiment pour honorer la fille même qu'ils traitaient actuellement comme un déchet. Je me suis détourné de la fenêtre. Je suis sorti de la pièce et j'ai descendu la cage d'escalier en parpaing, vers la zone d'attente en coulisses. Il faisait sombre ici, frais et calme. Juste un ensemble de lourdes portes en chêne massif me séparant de l'auditorium. Je pouvais entendre le faible brouhaha des 300 personnes, qui prenaient place de l'autre côté. J'ai passé mes mains sur le devant de ma veste Axu. Le lourd tissu en lin était rigide. Parfait. Les boutons en laiton poli brillaient. Les rangées de rubans sur le côté gauche de ma poitrine ont accroché un fin filet de lumière, qui filtrait par la fente des portes. Je me tenais seul dans l'obscurité, attendant le signal. Si vous vous êtes déjà retrouvé seul dans le noir, pendant que votre famille célébrait les personnes qui vous ont détruit, vous savez exactement à quel point ce moment est pesant. Appuyez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez déjà dû couper les ponts avec un parent toxique. Et dites-moi dans les commentaires, quelle a été la goutte d'eau pour vous? Quelle a été la chose qu'ils ont faite, et qui vous a fait dire, j'en ai fini? Dites-le moi. Car lire vos histoires me rappelle que je ne mène pas cette bataille seul. Le faible murmure bourdonnant de la foule s'est soudainement tu. Un silence absolu et lourd est tombé sur l'auditorium. Un micro s'est allumé, résonnant fortement dans l'imposant système de sonorisation. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour la remise de la Silver Star. 300 chaises ont raclé le sol alors que toute la salle se mettait au garde à vous. J'ai levé le menton. J'ai verrouillé mes genoux. J'ai regardé droit devant moi, vers la fente des portes en chêne. Sergent-chef Julia Price. Je n'ai pas bougé. J'ai attendu, écoutant les pas lourds de l'homme, qui m'avait promis de me conduire dans la lumière. Sergent-chef Julia Price. Le nom a résonné à travers les énormes haut-parleurs, vibrant contre les épaisses portes en chêne. Je me tenais dans la zone d'attente plongée dans l'obscurité. J'ai pris une dernière lente inspiration. La pause tactique avant de pénétrer dans une pièce. Une ombre a bougé à côté de moi. Une silhouette grande et large, est sortie de l'angle mort près des rideaux. Ce n'était plus le vieil homme dans sa veste en toile délavée. Le général Arthur Macmillan portait son uniforme de cérémonie bleu foncé. Le tissu était immaculé, repassé avec une telle netteté qu'il aurait pu couper du verre. 4 immenses étoiles en argent poli pesaient sur ses épaulettes. Sa poitrine était un mur solide de rubans de combat, de médailles et d'insignes. Une histoire vivante de la guerre américaine. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Macmillan a simplement levé son bras gauche, le pliant au niveau du coude, me l'offrant. J'ai glissé mon bras dans le sien. Le tissu de sa manche était comme du fer. Clac. Les lourdes portes en chêne ont été grandes ouvertes par 2 gardes de la police militaire. La lumière a inondé le couloir. L'éclat dur et aveuglant des flashs d'appareils photo a explosé devant nous. 300 personnes dans l'auditorium où des colonels, des majors, des politiciens, et le personnel de la base étaient déjà debout. Lorsqu'ils ont vu qui m'escortait, l'atmosphère de la pièce a basculé. Une vague de stupéfaction absolue a parcouru la foule. Chaque soldat dans la salle s'est figé, dans un salut militaire rigide et tranchant. Les civils se sont immobilisés de respect. Le commandant de la logistique et des achats. Un dieu du Pentagone, menant une infirmière de combat dans la lumière. Nous sommes sortis. Nos bottes en cuir ont frappé le parquet ciré de la scène. Boum. Boum. Parfaitement synchronisé. Une marche lourde et rythmée d'autorité pure.
Nous avons atteint le centre de la scène. J'ai retiré mon bras du sien et me suis mis au garde à vous. J'ai regardé droit vers la foule. Je n'ai pas cherché Alexander ou Victoria. Je savais exactement où ils tenaient la ligne de front. Je suis parti à la chasse au dernier rang. Mes yeux ont percé l'éblouissement des projecteurs. Je les ai trouvés, la famille Price. Serrés dans les places bon marché, près des portes de sortie, exactement là où ils devaient être. Mon père, Richard, était adossé à sa chaise pliante, les bras croisés sur la poitrine. Un sourire narquois, ennuyé, était plaqué sur son visage. Il s'apprêtait à chuchoter un commentaire désobligeant et rabaissant à ma mère. Il pensait que j'étais simplement en train d'arriver avec un officier de la base, pris au hasard. Puis, ses yeux se sont concentrés sur les 4 étoiles qui brillaient sur les épaules de Macmillan. J'ai vu la scène se dérouler en temps réel. Le sourire arrogant est mort sur son visage. Il ne s'est pas simplement effacé. Il a été violemment assassiné. Le sang a déserté ses joues, laissant sa peau de la couleur de la craie sale. Il a décroisé les bras. Il s'est recroquevillé sur sa chaise, ressemblant soudain à un vieil homme très petit et très pathétique. Il venait de réaliser, devant 300 personnes, qu'il avait jeté aux ordures le droit de se tenir à côté de sa fille, et qu'une légende militaire avait pris sa place. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai gardé les miens rivés sur lui, laissant le poids froid de mon regard écraser la dernière once de sa fierté. Mais le vrai spectacle était assis juste à côté de lui. Preston, le milliardaire du secteur technologique, le type qui exigeait de faire atterrir un hélicoptère sur cette base. Les mains de Preston agrippaient le dossier en métal de la chaise vide, devant lui. Ses jointures étaient d'un blanc cadavérique. Ses yeux étaient écarquillés, exorbités, fixés entièrement sur le général Macmillan. Preston l'a reconnu. Il a enfin reconnu le dinosaure, le fossile, le vieil homme qu'il avait coincé et insulté dans le hall d'un hôtel à décès, le mois dernier à peine. L'homme même qui détenait le pouvoir absolu et incontestable de signer, ou de déchiqueter, le contrat de logistique militaire, dont Preston avait désespérément besoin pour sauver sa start-up montée en système de Ponzi. La mâchoire de Preston est tombée. Une perle de sueur épaisse et grasse a perlé sur son front, accrochant la lumière fluorescente. Sa poitrine se soulevait. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il avait sauté d'un avion sans parachute. Et le sol se précipitait à sa rencontre. La dynamique du pouvoir ne s'est pas contentée de changer. Elle s'est brisée en 1 million de morceaux. Le faux empire de Preston, sa Rolex de location, son arrogance de grande gueule. Tout s'était évaporé en l'espace de 30 secondes. Le général Macmillan s'est placé devant moi. Un aide de camp lui a tendu la petite boîte doublée de velours. Macmillan a sorti la Silver Star. Il a épinglé la lourde médaille en métal précisément sur ma poche de poitrine gauche, juste au-dessus des rubans. Il l'a tapotée fermement une fois, s'assurant qu'elle reposait bien à plat contre le tissu. L'auditorium a explosé. 300 personnes applaudissant, acclamant, dans un rugissement assourdissant de respect sincère. Macmillan a reculé d'un pas. Il m'a fait un salut. Je le lui ai rendu, vif et net. Alors que les applaudissements tonnaient autour de nous, Macmillan s'est légèrement penché. Son visage est resté complètement stoïque pour les caméras, mais sa voix n'était qu'un murmure bas et graveleux, qui ne s'adressait qu'à moi. « Votre beau-frère » a murmuré Macmillan, balayant le dernier rang du regard. Il a l'air de venir d'avaler une grenade dégoupillée. Je parie qu'il est en train de reconsidérer sérieusement sa stratégie de réseautage, en ce moment même. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas souri pour les caméras. J'ai juste laissé un sourire en coin, lent et fin comme une lame de rasoir, effleurer ma bouche. Mes yeux sont restés fixés sur les ruines, au dernier rang. Laissez-le s'étouffer avec, monsieur, ai-je murmuré en retour. La cérémonie s'est terminée. La foule a rompu les rangs, se dirigeant vers la double porte menant à la salle de réception VIP. J'ai tourné les talons. Je n'ai pas jeté un regard en arrière à mes parents. Je ne les ai pas attendus. J'ai quitté la scène tout droit, me dirigeant directement vers la réception. Car Preston était un homme désespéré, et un homme désespéré est assez stupide, pour essayer de réparer ses erreurs. Je comptais là-dessus. La salle de réception VIP sentait les viandes rôties, les compositions florales coûteuses, et la vieille fortune. Un quatuor à cordes jouait du jazz doux dans un coin. Je me tenais près du centre de la pièce avec Alexander,
sirotant un verre d'eau glacée. Je n'avais pas besoin de champagne pour ressentir l'effervescence. L'adrénaline de la cérémonie me brûlait encore les veines. J'ai scruté la pièce. Vérification du périmètre. La famille Price était exactement là où le protocole les avait placés, relégués dans le coin le plus sombre et le plus insignifiant de la salle, juste à côté des portes battantes en métal de la cuisine. Preston s'effondrait. Je l'observais de l'autre côté de la pièce. Il transpirait. Pas juste une petite pellicule nerveuse, mais de lourdes perles graisseuses de panique coulant sur ses tempes. Il n'arrêtait pas de sortir son téléphone de sa poche, de fixer l'écran, et de le ranger frénétiquement. La saisie financière d'Alexander était déjà en train de frapper les comptes d'exploitation de Preston. L'argent avait disparu. Le faux milliardaire s'étouffait avec de l'air sec. Preston était un rat coincé, et les rats coincés font des choses stupides. Il a soudainement bousculé Izzy. Il a abandonné sa place près de la cuisine, et a commencé à se frayer un chemin, à travers la foule d'officiers de haut rang. Il se déplaçait vite, désespéré. Il se dirigeait tout droit vers le général Macmillan, qui se tenait près du podium à l'avant, en train de parler à un entrepreneur de la défense. Preston a presque trébuché sur ses propres chaussures en cuir de luxe. Il s'est fendu en avant, tendant la main vers le général 4 étoiles. « Général Macmillan, monsieur. » La voix de Preston était aiguë, tendue, tremblante. « Je suis Preston Sterling. Je suis le beau-frère de Julia. Si je pouvais juste avoir une minute pour discuter du logiciel logistique. » Plaf. La main de Preston a été repoussée durement. Victoria Vance est sortie de derrière le podium. Elle n'a pas marché. Elle s'est matérialisée comme une barrière physique. Ses yeux étaient rivés sur Preston. La létalité d'entreprise pure et sans filtre. « Monsieur Sterling ne discute pas affaire ici », a déclaré Victoria. Elle n'a pas crié. Elle n'en a pas eu besoin. Elle a posé sa voix juste assez fort, avec juste assez d'autorité cinglante, pour que toute la moitié avant de la pièce s'arrête de parler. Le quatuor de jazz a raté une note. Des dizaines de VIP au gradé ont tourné la tête, pour assister à l'exécution. Preston a cligné des yeux, totalement désorienté. « Excusez-moi, pour qui vous prenez-vous ? » « Je suis la directrice juridique de Vance Dynamics », a dit Victoria doucement. « Et vous, Preston, êtes actuellement en défaut de paiement sur un prêt-relais de série A. Vous êtes totalement insolvable. » La mâchoire de Preston s'est décrochée. La sueur graisseuse sur son front a semblé gelée. « Comment connaissez-vous mes comptes d'exploitation ?» Victoria a levé la main. Elle a pointé un seul doigt, parfaitement manucuré, à travers la pièce, droit sur Alexander. Alex se tenait à côté de moi. Il ne portait pas son sweat à capuche de gars de la technologie. Il portait un costume noir sur mesure, qui coûtait probablement plus cher que la voiture de sport de location de Preston. Alex tenait un verre en cristal de Bourbon. Son visage était un masque d'un calme froid et intouchable. Parce que mon frère, Alexander Vance, est le PDG de l'entreprise qui détient votre dette, a annoncé Victoria à la salle silencieuse. Il est votre unique créancier, et il y a une heure, il a gelé absolument tous les actifs liés à votre petite société écran frauduleuse. Le silence dans la salle de réception était absolu. Preston a vacillé en arrière. Son talon s'est pris dans la lourde base d'une table de cocktail. Fracas. Un plateau de flûte à champagne a heurté le parquet. Des éclats de verre ont explosé vers l'extérieur, pleuvant comme de la glace. Le bruit a été d'une violence assourdissante. Preston se tenait au milieu du verre brisé, la poitrine soulevée, les yeux balayant frénétiquement la pièce. Il a regardé Alex, le petit développeur qu'il avait insulté lors d'un dîner, l'homme qui détenait désormais le pouvoir absolu de réduire sa vie en poussière. Preston avait l'air d'être sur le point de vomir. Le général Macmillan n'a même pas tressailli au bruit du verre brisé. Il s'est simplement avancé jusqu'au podium et a tapoté le microphone. Tap tap. Le son lourd et plein d'autorité a ramené tous les yeux de la pièce vers l'avant. Mesdames et messieurs, la voix graveleuse de Macmillan a tonné dans les haut-parleurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour honorer le véritable mérite. Le sergent-chef Price a prouvé sa loyauté sous le feu de l'ennemi. Avec effet immédiat, elle est promue au poste de conseillère principale pour mon commandement logistique. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas souri.
J'ai simplement absorbé le poids de cette promotion. Macmillan s'est penché plus près du microphone. Ses yeux sont passés de moi à l'homme pitoyable, en sueur et en panique, qui se tenait dans le verre brisé. Et en outre, a grogné Macmillan, sa voix portant tout le poids du Pentagone. En raison de graves violations éthiques et de fraude financière, Sterling Logistic est, par la présente, inscrite sur la liste noire permanente de tous les contrats du ministère de la Défense. Si un officier dans cette salle accepte un rendez-vous avec cet homme, il devra m'en répondre directement. La condamnation à mort était signée, scellée, et délivrée dans un micro ouvert. La salle a retenu son souffle pendant 3 secondes. Puis une vague massive d'applaudissements a éclaté. Pas des applaudissements polis de golf. Une ovation tonitruante et rugissante, pour l'infirmière qui avait survécu au feu, et pour le général qui venait de sortir les poubelles. À travers le bruit assourdissant, j'ai vu la famille Price s'effondrer. Izzy hyperventilait. Son visage était couvert de taches rouges et vives. Elle a attrapé son sac à main de créateur surdimensionné, et l'a plaqué directement devant son visage, essayant de se cacher des dizaines d'yeux, qui les fixaient avec un pur dégoût. Elle a attrapé Preston par le col de sa veste de prix, et a tiré d'un coup sec. Ils ne sont pas sortis en marchant. Ils ont fui. Ils se sont précipités à travers les portes battantes métalliques de la cuisine, renversant un commis dans leur fuite éperdue, pour échapper à l'humiliation. J'ai regardé au-delà d'eux. J'ai trouvé mon père. Richard Price se tenait seul, près de la sortie. Ses épaules étaient complètement affaissées. Le vendeur d'assurance arrogant, qui bombait le torse, avait disparu. Il a baissé les yeux vers le sol, évitant le regard de chaque personne présente dans la pièce. Il s'est tourné et s'est éloigné lentement, en traînant les pieds, par la porte de côté, suivant les imposteurs qu'il avait choisis au détriment de son propre sang. Je me tenais au centre de la pièce. Les applaudissements m'ont envahi. J'ai tendu la main et j'ai pris une flûte de champagne fraîche, à un serveur qui passait. J'ai légèrement levé le verre, offrant un toast silencieux à l'embrasure de porte vide. Le château de cartes brûlait enfin, et l'incendie ne faisait que commencer. Lundi matin, l'illusion s'est effondrée. Sterling Logistic a officiellement déposé son bilan selon le chapitre 11, avant même l'ouverture de la bourse. L'équipe juridique d'Alexander a agi comme une frappe chirurgicale. Ils ont gelé les comptes d'exploitation, bloqué les lignes de crédit de l'entreprise, et saisi les actifs loués. Izzy n'avait pas reçu le mémo. À 10 heures du matin, ma sœur se tenait au comptoir en marbre du Four Seasons, en plein centre-ville. Elle portait ses lunettes de soleil de créateur surdimensionné à l'intérieur, exigeant d'accéder à la salle de bal pour son faux brunch d'investisseur. Le concierge a poliment demandé une carte pour couvrir la caution de 50 000 € de l'événement. Izzy a eu un sourire suffisant. Elle a sorti la lourde carte de platine en métal de Preston, et l'a claquée sur le marbre. Le concierge l'a glissée dans la machine. Bip, bip, bip. Une sonnerie d'erreur aiguë et stridente a tranché le calme du hall. L'écran du terminal de paiement a clignoté en rouge vif. Refusé. Confisquer la carte. Le sourire satisfait d'Izzy s'est évaporé. Elle a exigé qu'il la passe à nouveau. Elle a hurlé qu'elle était une VIP. Elle a crié que son mari était un magnate de la technologie. Le concierge s'est contenté de la regarder, avec une politesse empreinte de pitié professionnelle. Il a pris une paire de ciseaux sous le bureau, a coupé la lourde carte en métal en deux, et a appelé la sécurité de l'hôtel. Ils ont escorté Izzy vers les portes tournantes. Quelques influenceurs locaux des réseaux sociaux, qu'elle avait invités, se tenaient sur le trottoir. Ils ont tout filmé avec leur téléphone. À midi, ma sœur était la risée d'Internet. La femme du faux milliardaire se faisant jeter d'un hôtel un lundi matin. Mais le véritable massacre a eu lieu 1 heure plus tard. Izzy a appelé mon père en hurlant et en sanglotant hystériquement. Richard a paniqué. Il a conduit directement jusqu'à l'agence locale de sa banque. Il s'est rendu au guichet pour exiger le retrait de 50 000 € de ses économies de retraite, afin de renflouer l'événement de sa fille. Le directeur de la banque l'a fait entrer dans un bureau attenant. C'est à ce moment-là que Richard Price a réalisé qu'il était un homme mort en sursis. Le directeur a ouvert le dossier. Il n'y avait plus d'argent sur le compte d'épargne. Pire encore, il y avait un énorme privilège écrasant sur sa maison. Preston Sterling n'avait jamais dépensé un centime de son propre argent, pour mes parents. Il ne leur payait pas leur dîner luxueux,
ou leurs abonnements au country club, grâce à la bonté de son cœur de milliardaire. Des mois plus tôt, Preston avait convaincu mon père de signer une pile de documents d'investissement de routine. C'était une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, une ELOC. Preston avait secrètement mis en garantie la maison entière de mes parents, pour obtenir l'argent dont il avait besoin, pour simuler son style de vie d'entrepreneur de la tech. Il avait siphonné la valeur de la maison jusqu'à la dernière goutte. Et maintenant que Vance Dynamics avait forcé Preston au défaut de paiement, la banque réclamait son dû. Richard et Catherine Price n'étaient pas les investisseurs d'une start-up à 1 milliard d'euros. Ils étaient les victimes d'une fraude typique au crédit immobilier, perpétrée par le gendre qu'ils vénéraient. Et ils étaient sur le point d'être saisis. Ils allaient perdre leur maison. Mon téléphone, posé sur le lit de la caserne, a commencé à sonner. Il a vibré contre la fine couverture militaire, encore et encore. Je l'ai ignoré. J'ai continué à plier mes t-shirts. Des angles militaires nets, parfaits. Je les ai empilés soigneusement dans mon sac de sport noir. Une notification est apparue, un message vocal. J'ai tapé sur l'écran et j'ai appuyé sur l'icône du haut-parleur. La voix de mon père a rempli la pièce silencieuse. Ce n'était plus le vendeur d'assurance arrogant au torse bombé. C'était une voix éraillée, brisée et désespérée. Julia. Julia, je t'en prie, décroche. Il avait l'air d'hyperventiler. Je pouvais entendre le ronronnement du moteur de sa voiture en arrière-plan. Preston nous a menti. Il a pris la maison, Julia. La banque va prendre la maison. Il ne nous reste rien. Écoute, je sais qu'Alexander est le PDG. Je sais que c'est lui qui fait ça. Je t'en prie, tu dois lui dire d'abandonner les poursuites. Dis-lui de débloquer les fonds. Nous sommes une famille. Julia. Tu ne peux pas nous laisser tout perdre. Le message s'est terminé. Une seconde plus tard, un SMS d'Izzy a tinté. Espèce de garce vindicative. Tu as fait ça exprès. Tu as ruiné ma vie, juste parce que tu es jalouse de moi. Décroche ce téléphone. J'ai fixé l'écran lumineux. Pas un seul mot d'excuse. Pas une seule mention des chaises vides à ma cérémonie. Pas la moindre trace de remords, pour avoir qualifié ma Silver Star de déchet. Ils ne me contactaient que parce que leur garçon en or s'était révélé être un parasite, et qu'ils avaient réalisé que j'étais la seule personne à avoir une ligne directe avec l'homme qui tenait la cuve d'exterminateur. Ils ne voulaient pas réparer notre relation. Ils voulaient que je répare leur compte bancaire. Alexander se tenait dans l'encadrement de la porte de ma chambre, à la caserne. Il portait un simple t-shirt gris et un jean. Il était adossé à l'encadrement en métal, tenant 2 billets d'avion. Il n'a pas dit un mot. Il m'a simplement observé, attendant de voir ce que j'allais faire du pouvoir qu'il m'avait remis. J'ai regardé le téléphone. J'ai pensé à l'éclat d'obus dans mon cou. J'ai pensé aux 4 chaises vides. J'ai pensé au chèque de 500 €, que Richard avait essayé d'utiliser comme une laisse. J'ai pris le téléphone. Laissez-les se noyer, ai-je dit à la pièce vide. J'ai maintenu enfoncé le bouton d'alimentation, sur le côté de l'appareil. L'écran m'a invité à balayer pour éteindre. J'ai glissé mon pouce sur le verre. L'écran est devenu noir. Éteint. J'ai jeté le téléphone mort au fond de mon sac de sport. J'ai refermé la lourde fermeture éclair en métal. Le son mécanique et aigu a résonné dans la pièce. J'ai attrapé les poignets, j'ai jeté le sac sur mon épaule, et j'ai marché vers la porte. Le vol pour le Costa Rica partait dans 3 heures, et je n'emportais aucun bagage supplémentaire. 14 jours plus tard, l'air lourd et humide de juillet planait sur la porte principale de l'installation militaire. Je venais de revenir d'une permission de 2 semaines au Costa Rica. L'eau de l'océan avait lavé les dernières traces de tension de mon cou. Mon esprit était clair. Ma concentration était absolue. Mais un animal mourant se traînera toujours vers le dernier endroit, où il se souvient avoir trouvé de la nourriture. Une berline argentée était garée de façon hasardeuse sur le bord de l'autoroute, juste à l'extérieur des barricades en béton du poste de sécurité. 3 personnes se tenaient près de la guérite du garde, se disputant avec un officier de la police militaire lourdement armé. Richard, Catherine, Preston. Ils ressemblaient à des fantômes. Le vernis arrogant du country club avait totalement disparu. Richard portait un polo de golf froissé et taché. Il ne s'était pas rasé depuis des jours,
Une barbe grise recouvrait sa mâchoire affaissée. Catherine avait l'air vidée. Son maquillage coûteux était étalé, ses cheveux raplaplats et non lavés. Preston se tenait derrière eux, voûté, les mains enfoncées dans ses poches, essayant de se faire aussi petit que possible. Ils étaient désespérés. Ils avaient perdu la maison. Ils avaient perdu la fausse entreprise. Ils se noyaient et ils avaient conduit jusqu'à ma base, pour essayer de m'utiliser comme un radeau de sauvetage. Je suis sorti du bâtiment du quartier général. Je portais mon uniforme de combat OCP réglementaire, de lourdes bottes, un pantalon cargo, l'écusson du drapeau américain sur l'épaule droite. Je ne marchais pas avec une démarche désinvolte. Je marchais au pas. J'avançais avec l'allure exacte et mesurée d'un sergent de peloton, inspectant un périmètre. Richard m'a vu descendre l'allée goudronnée. Ses yeux se sont écarquillés. Il s'est précipité en avant, agrippant les lourds barreaux en acier de la porte de sécurité. « Julia » a crié Richard. Sa voix était pathétique. « Julia, Dieu merci. Il faut que tu m'écoutes. La banque a mis des cadenas sur la porte d'entrée. Nous sommes logés dans un motel minable. Preston fait face à des accusations fédérales pour fraude. Il faut que tu parles à Alexander. Obtiens-nous juste un prêt. Juste 50 000. Pour couvrir les frais de justice. Nous sommes ta famille. Je me suis arrêté à exactement 3 pieds de la grille en acier. Je n'ai pas ressenti une seule once de pitié. Je ne me suis pas senti en colère. J'ai regardé l'homme qui m'avait engendré, et je n'ai ressenti qu'un vide froid et clinique. J'ai levé la main droite. Je tenais une épaisse chemise cartonnée. Je ne la lui ai pas remise. Je l'ai jetée par-dessus la grille en acier. Elle a frappé le béton, au pied de Richard, avec un claquement sourd. Le rabat s'est ouvert. Une clé USB s'en est échappée, l'enregistrement audio de son coup de téléphone qualifiant ma Silver Star de honte, un tirage de l'email envoyé par Preston pour tenter de corrompre un officier avec 10 000 €, et des photos couleur haute résolution de leur publication Instagram. Buvant du vin cher et célébrant l'homme qui les avait volés à l'aveugle, pendant que mes chaises restaient vides. Richard a baissé les yeux vers la poussière. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Vous avez choisi votre échec, ai-je dit. Ma voix était basse, dure comme du béton. Je n'ai pas attendu de réplique. J'ai tourné la tête légèrement vers la gauche, regardant le MP qui montait la garde. Caporal Miller, ai-je ordonné. Sergent, a répondu le MP, le dos droit. Ces civils traînent sur une route d'accès fédérale. Escortez-les hors de mon périmètre. Le caporal Miller a hoché la tête une fois. Il s'est avancé. Le cliquetis métallique de son fusil M4, bougeant contre son gilet tactique, a résonné dans l'air humide. Il a mis la main sur son ceinturon, et a foudroyé Richard du regard. Reculé de la grille, immédiatement, a aboyé Miller. Richard a tressailli. Il a reculé en trébuchant, manquant de tomber sur ses propres pieds. Catherine a commencé à sangloter à un bruit fort et affreux. Preston l'a attrapé par le bras, et l'a traîné vers leur berline cabossée. La police militaire les a repoussés, les forçant à quitter le béton, pour se retrouver dans la terre battue sur le bord de la voie publique, exactement comme les vagabonds qu'ils étaient devenus. Je leur ai tourné le dos, et je me suis éloigné. 2 heures plus tard, Richard Price a touché le fond absolu. Désespéré d'obtenir de l'argent juste pour acheter de la nourriture décente, il a fouillé la boîte à gants de sa voiture. Il a trouvé l'enveloppe blanche que je lui avais envoyée 2 semaines plus tôt. Il s'est rendu à une agence bancaire locale. Il s'est avancé jusqu'au guichet, et a glissé le chèque sous la vitre. 500 €. Le montant exact de l'argent qu'il avait essayé d'utiliser pour acheter mon obéissance. L'étiquette de prix qu'il avait mise sur ma dignité. La guichetière a pris le papier. Elle a tapé les numéros de routage sur son clavier. Elle a froncé les sourcils. Elle les a retapés. Elle a levé les yeux vers Richard. Son expression était totalement neutre. « Je suis désolé, monsieur », a dit la guichetière. « Je ne peux pas encaisser ça. » Richard a agrippé le bord du comptoir. « Comment ça ? Repassez-le. C'est un bon chèque. »« Il ne l'est pas, monsieur », a répondu la guichetière, en glissant le morceau de papier vers lui, sous la vitre. Le titulaire du compte a émis un ordre strict d'opposition au paiement, sur ce chèque. Il a été annulé à 8 heures,
le 14 juin. Richard a fixé le morceau de papier. Le 14 juin. Le matin même où il avait zappé ma cérémonie de remise de médaille, pour lécher les bottes de Preston. Cette prise de conscience lui a arraché le peu d'air qui lui restait dans les poumons. Il tenait un bout de papier sans valeur. Il n'avait plus rien. Le karma n'a pas seulement frappé mon père. Il a enterré Preston vivant. 6 mois plus tard, l'air à l'intérieur de l'entrepôt de munitions de Vance Dynamics était épais, saturé de graisse, de sueur de bois, et de la chaleur étouffante de la fin de l'été. Preston Sterling ne portait plus de blazer sur mesure. Il portait un t-shirt gris taché, trempé de sueur. Un tribunal fédéral avait ordonné des restitutions financières agressives. Pour ne pas aller dans une prison fédérale, Preston a été contraint d'accepter le travail manuel que lui avait assigné son agent de probation. Alexander Vance était propriétaire de l'entrepôt, et Alexander s'est assuré que Preston soit affecté au quai de chargement. Preston a grogné, le visage virant au violet. Il a hissé une caisse en bois d'obus d'artillerie de 60 livres, depuis une palette. Des ampoules s'étaient formées sur ses mains douces et manucurées. Certaines d'entre elles avaient éclaté, mêlant du sang à la graisse noire sur ses paumes. Il a chancelé vers l'arrière d'un camion de transport qui l'attendait, le souffle court et désespéré. Loin au-dessus du sol de l'entrepôt, Alexander marchait sur le caillebotis métallique de la passerelle. Il portait un costume bleu marine sur mesure. Il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement arrêté, a appuyé ses avant-bras contre la rambarde métallique, et a regardé en bas. Preston a lâché la caisse sur le plateau du camion. Il a essuyé la sueur crasseuse de ses yeux, et a levé la tête. Il a vu Alexander, le regardant de haut. Le petit développeur informatique, le milliardaire, le maître de son enfer actuel. Preston a rapidement baissé les yeux vers le sol en béton, et a filé en hâte pour attraper une autre caisse. L'entrepreneur de la tech faisait enfin du vrai travail. Je ne l'ai pas regardé transpirer. J'étais trop occupé à vivre. Je me tenais appuyé contre une lourde grille en acier, à la lisière de notre nouvelle propriété, un immense ranch juste à l'extérieur d'Austin. La brise d'automne soufflait dans les hautes herbes vertes, produisant un léger bruissement. Alexander s'est approché derrière moi. Il a passé ses bras autour de ma taille, et a posé son menton sur mon épaule. J'ai regardé l'étendue infinie de nos terres. Pendant des années, j'ai cru qu'une limite était un mur. Je pensais que c'était une prison en briques, que l'on construisait autour de soi pour empêcher la douleur d'entrer, s'enfermant soi-même dans l'obscurité. J'avais tort. Une limite n'est pas un mur. C'est une grille en acier. Et vous êtes le seul à en détenir la clé. J'ai verrouillé cette grille pour les gens qui ont essayé de m'utiliser. J'ai verrouillé à l'extérieur la manipulation, les abus financiers et la culpabilisation toxique. Et quand je me suis retourné, j'ai réalisé que je m'étais ouvert un immense espace calme, pour enfin respirer. Pour enfin être respecté. Si vous m'écoutez en ce moment, et que vous tenez la clé de votre propre grille en acier, n'ayez pas peur de tourner la serrure. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne, si vous pensez que le respect se gagne, et n'est pas dû par les liens du sang. Et je veux que vous me disiez dans les commentaires, quel a été le moment exact où vous avez enfin verrouillé votre grille. Quelle a été la goutte d'eau qui vous a fait dire « assez » Racontez votre histoire.